I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Eh bien oui, vous le savez, l'Afro-Basket Dame est donc terminée. C'était dimanche dernier du côté de Bamako au Mali. Le Cameroun part donc de 2e à 8e. On l'a vu en direct sur la télévision nationale et sur d'autres équipes. Là, c'est la rencontre qui nous fait pratiquement sortir de la compétition. C'est celle contre le Sénégal qui tombe en finale face au Nigeria. On aura l'occasion de regarder quelques images de cette rencontre, temps fort de cette rencontre-là, de cette finale Afro-Basket. Mais on parlera aussi de la Ligue de basketball du centre, voilà, qui a rendu sa copie. On a envie de dire bravo. Oui, ça fait quand même quelques années que ce n'était plus arrivé. Dans le littoral, j'ai dit. Oui. Voilà. Non, j'ai dit littoral. J'ai dit centre. C'est ça, il dit centre. J'ai dit centre. Bon, si deux personnes disent centre, ça veut dire que c'est vrai. Alors, je parlais donc du littoral. Tu as parlé tout le temps du centre. Le littoral a donc rendu sa copie. Vous pouvez voir en image une belle fête. Les joueurs sont en train de danser. Eh bien oui, un beau public quand même, comme on n'en voyait plus lors des compétitions de des rencontres qu'organisait cette ligue-là. Le président de la Fédération camerounaise de basketball donc a fait le déplacement et tout le bureau directeur de la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Les différentes rencontres, les interviews, les responsables de cette ligue et même des joueurs à venir dans ce programme aujourd'hui. Et bien voilà, on consacrera donc notre dernière minute de ce programme avec cette interview que nous a accordé Kenneth Kadji il y a cela quelques jours déjà lors de son passage au Cameroun pendant qu'il était en vacances l'international camerounais. Donc nous a laissé un petit mot, il a pris le temps mort, il a demandé le temps mort. On le lui a accordé. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un mort qui... Voilà, on l'a à l'instant, Kenneth Kadji, le fils de l'autre. On écoutera dans cette émission aujourd'hui en émission. Bonsoir à nouveau. Sur ce plateau ce soir, les habitués de cette émission, M. Guillaume Elamé est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci pour l'invitation une fois de plus. Bienvenue au Cameroun encore. Toujours parti, mais à chaque fois que vous revenez, on a envie de vous dire. Je suis résident au Cameroun. Il n'y a pas de souci. Bon, il faut dire que vous supervisez quand même la carrière de votre fils. Je supervise surtout le basketball au Cameroun. J'ai assisté à tout ce qui s'est passé au Cameroun. J'ai assisté à tout ce qui s'est passé à la CAN. Donc, je suis le basket camerounais. D'accord, ça marche. Juste à votre droite, donc Yves Lionel Ngounou est avec nous ce soir. Consultant, bien évidemment. Bonsoir Yves Lionel. Bonsoir Christian, bonsoir au grand frère Guillaume et bonsoir aux autres panélistes que vous allez prendre la peine de présenter. Tout à fait. Vous avez pas bonsoir à tous les amoureux de basket. Voilà, vous n'avez pas fait comme monsieur l'espère qui, quand je commence, on lui présente tout le monde. On a bien envie de possible. Alors, Martial Yudom est avec nous ce soir. Il est coach dans cette région du littoral. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Christian. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à la grande famille Flux Academy. Voilà. Et bienvenue à nouveau. Merci. Le littoral a rendu sa copie. Ah oui, le littoral a enfin rendu sa copie. Malgré beaucoup de difficultés, je ne dirais même pas que le littoral a rendu son verdict. D'accord. Je dirais que la Ligue de Guillaume Abeno a rendu son verdict. Vous nous direz ça dans les détails tout à l'heure, Martial Yudom. Et puis, monsieur l'expert, habitué de ce programme, ça fait 5 ans déjà, monsieur l'expert, c'est la 5e saison de Temps Mort que nous vivons. Vous êtes là depuis le début. C'est avec plaisir que je constate que cette émission continue à survivre. C'est grâce à tous nos téléspectateurs, c'est grâce à vous tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Justement de cette circonstance pour vous dire et dire merci également à Dipita et à toi-même. Oui. Dipita Tongo qui nous regarde. Il faut le dire, a repris les terrains de basket avec quelques rencontres quand même qu'il arbitre, même s'il est là aujourd'hui, il n'est pas là demain. Mais de temps en temps, il revient, il renoue avec cet arbitrage-là de son cœur, on a envie de dire. Alors, monsieur l'expert, on va démarrer par votre minute tout de suite. Bien. Athlètes, joueurs, joueuses, arbitres, entraîneurs, dirigeants, instructeurs, hommes de médias. Ne fuyons pas la critique,
même si cela est désagréable. Cherchons à connaître les opinions négatives qui circulent sur notre prestation, sur notre fonction ou sur notre association sportive, notre équipe, voire notre organisation. Conservons précieusement diverses traces et toutes les remarques et réclamations. Enfin, sachez reconnaître vos erreurs et tenez-en compte pour faire évoluer votre activité dans le futur. D'accord. Ça, c'est la minute de l'expert. Un mot là-dessus? Quelqu'un va dire un mot là-dessus? Ne fuyons pas nos responsabilités. Oui, parce que nous revenons souvent dans cette émission pour dire les mêmes choses. On soulève les mêmes problèmes, mais force est de constater qu'au fur et à mesure que le temps avance, c'est les mêmes problèmes que nous posons et les mêmes résultats que nous n'obtenons pas. Donc, quand il dit, par exemple, comment elle appelait ça? Il a parlé de reconnaître ses erreurs. Il a demandé de reconnaître ses erreurs. Tenez en compte pour faire évoluer la structure. Exactement. Il y a une chose que nous déplorons tout le temps, c'est qu'après une compétition, il n'y a jamais de débriefing. Par exemple, je me souviens la dernière fois qu'on s'est retrouvés sur ce plateau pour la CAN masculine ou féminine. On a dit la même chose. On attendait le débriefing pour avoir des réponses à certaines questions que la plupart des basketteurs se posaient, les amoureux du basket, et il n'est jamais arrivé. On a seulement constaté les réponses. Voilà. On les a constatées sur le terrain. C'est dommage. Voilà, alors on reste avec vous, parler de cette ligue du littoral pour le ligue de basketball pour le littoral, qui a donc finalement clôturé ses activités. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que ce n'était pas arrivé. Guillaume Elamès, c'est à féliciter. Oui, c'est à féliciter parce qu'on a vu la dernière journée. Est-ce qu'on a vu les journées d'avant? J'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même... Bon, cette fin-là que nous sommes en train de voir, c'était très bien. Ça fait longtemps on l'a C'était très bien, c'était encouragé. Quand on fait bien, il faut dire qu'on fait bien. C'était bien de faire ça. Ça fait des années que nous n'avions pas eu une journée finale de ce style. Et en plus, je félicite l'organisation qui a mis comme match phare le match des jeunes. Et je pense qu'ils ont eu raison. Moi, je suis un fervent supporter du basket chez les jeunes. Et quand on met les U18 à l'honneur, comme ce fut le cas, au lieu de les faire jouer généralement sous le soleil à des heures où il n'y a personne au stade. Ouais. Voilà, c'est le basketball de demain. C'est le basketball plaisant. C'est là qu'on voit des grosses erreurs, mais c'est là qu'on voit aussi les qualités, qu'on détecte les qualités des futurs bons joueurs. Et c'est vraiment, c'est une chose qu'il faut encourager. Voilà. Alors, Yves Lionel, vous avez été, votre équipe, NONEM, équipe pour laquelle vous bossez aussi, était engagée à ce championnat-là jusqu'à la saison dernière encore. Et que cette saison, on arrive à avoir des images comme celle-ci. On peut dire que ça a vraiment manqué au littoral. Comme l'a dit le grand frère, comme l'ont dit les précédents orateurs, je ne sais pas vraiment ce que je peux dire sur les activités. C'est bien qu'elles se soient terminées. Le championnat est enfin officiellement fini dans la région du littoral pour la première fois depuis 4 ans. Ça, il faut se féliciter. Et comme l'a dit Martial précédemment, la ligue de Guillaume Agbenou a fait un bon boulot parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, la ligue de Guillaume Agbenou, vu que c'est la seule personne au bureau qui travaille. On a tout un bureau qui a été voté, les gens ont abandonné leur poste et il n'y a qu'une seule personne qui est présente. Ce que je peux dire par rapport à NONEM Basketball qui n'a pas pris part aux activités, nous étions affiliés. Malheureusement, on n'a pas pu prendre part parce qu'il n'y avait franchement pas de visibilité. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas du tout encourageant. Donc on s'est dit, ok, cette année, on va voir ce que ça va donner. Et puis, quitte à continuer les années prochaines. Ce qui est bizarre, ce que je constate, c'est que la dernière fois qu'une saison s'est achevée dans le littoral, c'était lors d'une année électorale.
Et cette fois encore, la saison s'achève parce que nous sommes à une année électorale. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, vous pensez que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est un fait. C'est un fait. Parce qu'il y a des gens qu'on n'a jamais vus au basket, mais à la dernière journée, on les voit à la finale. Des gens qui ne viennent pas, qui ne sont jamais venus. Mais quand il faudra présenter les bilans, ils vont venir dire que voici ce qu'on a fait, voici ce que l'électoral a fait. Avançons. Bon. Et comme l'a dit le grand frère, on avance toujours. D'accord. Alors, Martial, vous avez dit c'est la Ligue de Guillaume Agbenou qui a rendu sa copie et non pas la Ligue du régional pour le littoral. Expliquez-nous ça. Oui, déjà, je vais parler un peu plus loin avec les histoires des élections il y a 4 ans. Je vais aller simplement à cette nouvelle saison. Les présidents des clubs s'étaient réunis sur l'initiative du président du DLA, Christophe Épée. Et on avait mis sur pied un comité qui devait aller voir le président de la Ligue pour que le basket enfin se joue. Et on proposait à la Ligue de prendre ce basket en charge, le président de club. Nous sommes allés jusqu'à convaincre le président qui a accepté carrément de démissionner et a essayé de convaincre son SG de laisser. Donc, qui a accepté de démissionner au cours de la saison ou pour la saison prochaine? La saison passée. Okay. Donc, cette année, le championnat devait être géré par un comité de gestion provisoire où on devait trouver une autre formule, mais le basket devait être géré par le président de club et pris entièrement en charge. Le secrétaire général a refusé de démissionner. Il a refusé de démissionner. Et il faut dire que le basket, c'est un sport d'intellectuels, de gentlemen. On n'a pas voulu entrer dans des guéguerres inutiles. On a laissé Guillaume gérer sa ligue parce que moi, personnellement, je ne me sens pas concerné par ces ligues-là. Et je remercie l'honnêteté du président qui nous a avoué qu'il a échoué, et qui a voulu passer à autre chose. Malheureusement, le secrétaire général a refusé, d'où le désistement de certaines équipes. Et le record des forfaits que nous avons eu. Bien sûr. Oui. Ici, moi, je vais remercier personnellement les entraîneurs, Alain Zedon, Oya et tous ceux, et M. Ali Lamer, certainement Tintin, pour son petit nom. Ceux qui ont travaillé pour le mini-basket, qui ont permis que les centres de formation s'expriment. Moi, je dis, ça a été la magnifique saison. Malheureusement, sur les images, on ne regarde pas les images. Hein. Les U8 qui ont joué samedi. Pour nous, c'est la réussite de cette saison qui est à mettre à l'actif des entraîneurs et non de la Ligue. Exactement. Donc maintenant, on veut nous faire un bilan, on veut nous faire croire que le bilan a été positif. Je dis non, j'étais parmi ceux qui ont voté ce bureau qui a échoué. Je reconnais que moi-même j'ai échoué. Mais là, ce bilan, on ne peut pas le masquer comme on veut le faire là. Nous faire croire que ce bureau a réussi. Ça, je vais dire faux. C'est très faux. Et c'est une honte pour le basket dans la région du littoral qu'on nous présente cette image pour préparer les élections. D'accord. Donc, vous convenez avec Yves Lionel que ce n'est pas une coïncidence, c'est fait exprès, puisque nous sommes dans une année électorale. Oui, en principe, si tout se passait normalement, c'est que l'élection, c'était avant la saison. Avant la saison, tout à fait. Donc, on ne peut pas justifier un bilan après une prorogation, puisque le ministère qui a prorogé a permis pour voir clair. Oui. Et là, on ne peut pas vouloir nous dire que ce bilan est positif. Alors, pas du tout. Monsieur l'expert, votre avis sur le bilan de la saison 2017 dans le littoral? Vous m'excuserez de commencer par un précepte. On dit chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Est-ce que cette génération a accompli sa mission ou elle l'a trahi? C'est ça le problème. Eh bien, je pense que, vous savez, l'autocritique est faite pour s'améliorer. D'ailleurs, j'étais présent avec le président et la meilleure. On a vécu ce spectacle ensemble. Vous avez vu remettre quelques trophées là. Et je pense qu'il faut déjà féliciter cet acte, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il ne faudrait pas s'arrêter là. J'ai été fier de voir le président de la fédération, le président de la Ligue, le président des vétérans, la représentante de Madame le délégué des sports et de l'éducation physique. Donc tout ce monde était là, donc c'était une fête. Mais s'il faudrait que cela puisse constituer véritablement le bilan
de 3 années sans un véritable basket dans le littoral. Je crois que si les uns et les autres prennent conscience du fait qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et acceptent de se mettre autour d'une table, de se regarder droit dans les yeux et dire une véritable vérité, parce que, bon, il ne faut pas penser déjà à préparer la nouvelle saison sans savoir ce qu'on a, ce qui n'a pas bien marché, en présence de toutes les composantes du basketball. Parce que qu'on te fait autour d'une table comme celle-ci, j'aurais bien voulu voir le secrétaire général de la Ligue du littoral autour de cette table pour ce bilan. Parce qu'il est mieux placé, on parle de lui, mais on ne le voit pas. J'aurais souhaité que lui ou le président de la Ligue ou un d'eux, parce qu'ils doivent communiquer sur ce qu'ils font. Bon, je crois qu'on les aura dans les images en interview Donc, tout ils à l'heure. sont mieux placés pour communiquer sur cette activité, mieux que nous. Nous ne sommes que des observateurs. Et la remarque que je peux faire, on ne peut pas organiser une activité sans communiquer suffisamment dessus. Ce serait comme vendre une marchandise sous la table. D'accord. Guillaume, est-ce que ce n'est pas un peu le début d'une nouvelle ère dans le littoral, au-delà de ce qu'il y a eu comme problème avant? Ben, moi, j'ai l'impression de me retrouver sur le plateau l'année dernière. C'est les mêmes problèmes que vous posiez, c'est les mêmes réponses qu'on vous donnait. On revient cette année pour poser encore les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes réponses. Moi, je pense que Martial a fait son coup de gueule. À tort ou à raison, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que le basket ne s'est pas déroulé normalement cette saison. Il n'y a pratiquement plus de basket. Quand on fait un match de basket, il n'y a personne au stade. C'est l'équipe qui joue après. Ce sont les joueurs de l'équipe qui jouent après qui sont au stade. Il n'y a personne. C'est pour ça que quand je reviens sur les 2 journées de samedi et dimanche, je suis content. Je suis content de ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand les choses sont bien faites, il y a un engouement derrière. Quand je regarde encore le Douala Quata Challenge, Lionel était dedans. Que Balia d'ailleurs emporte. Mais tous mes amis qui étaient dedans dans l'organisation, ça prouve qu'il y a de l'engouement derrière le basket quand c'est bien organisé. Il faudrait donc que quand les gens lèvent le doigt, je vais être ceci, je vais être cela, ils veulent des responsabilités, il faut qu'ils les assument. Et quand on ne peut pas les assumer, on peut être, je pars du principe qu'ils étaient de bonne foi en choisissant d'être ou président ou secrétaire général, ce qu'ils veulent. Maintenant, dans le cours des choses, il se trouve que je ne peux plus faire. Mais que je me fasse démettre de mon mandat et qu'on mette celui qui veut travailler. Parce que derrière cette non-action, il y a des gens, comme ceux qui sont autour de cette table, qui mettent de leur argent, qui mettent de leur temps pour travailler. Et je reviens sur ce que Martial disait, quand vous voyez la journée de samedi, qui est l'œuvre des responsables des camps d'entraînement, ça veut tout dire. Ça veut dire que malgré tous les désordres qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont capables de vous sortir une dizaine d'équipes en U8. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Les enfants viennent jouer, garçons et filles. Et ensuite, on fait en U13. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait malgré le fait que le championnat ne se joue pas. Il y a des gens qui travaillent quand même derrière. Donc, on peut être de bonne foi, prendre des postes et ne pas pouvoir les assumer. Peut-être qu'on a été dépassé par les événements, peut-être qu'on ne savait pas, parce qu'il y a des gens qui lèvent le doigt parce que on aime bien au Cameroun, tout le monde est président, on appelle président, d'accord, ça fait bien. Mais des fois, tu peux vouloir un titre, mais au moment de travailler, tu te rends compte que ça te dépasse. Il faut avoir l'humilité de dire que ça me dépasse, on met quelqu'un d'autre. Et je pense que le renouvellement ne peut apporter que du mieux. Tout à fait. Le renouvellement ne peut apporter que du mieux. Je pense que, comme Lionel le disait, on a une année électorale. Je ne sais pas si l'ancien bureau va se représenter ou pas. Toujours est-il que le nouveau bureau qui sera élu doit faire comme si on part de zéro. Parce que les bases qu'il y a, je pense que c'est au niveau sportif, ce sont les centres de formation. Maintenant, au niveau du basket, lui-même, le championnat dans le littoral, il n'y a pas eu championnat. On a vu la dernière journée, d'accord, qui a été bien organisée. Je dis quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Ça a été bien organisé, ça a donné lieu à un beau spectacle.
mais le niveau était très bas. Ouais. Alors, Le niveau était très bas. Lionel, quand on écoute Guillaume à l'instant et on se réfère à la journée de samedi dont il parle, malheureusement j'étais en voyage, j'étais pas là, mais à l'écouter, on comprend qu'il y a une réelle volonté derrière. Seulement, il faudra proposer quelque chose de sérieux pour que les choses se mettent véritablement en place. Ben oui, comme l'a dit le grand frère, il y a une réelle volonté derrière, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il faut les citer. Il y a le coach Chen Zedong avec son école de basket, il y a Nadine C avec son Douala Firebird, il y a Sylvain avec son C School, il y a Sylvain Oya avec Douala Firebird, il y a Armel Gegaba avec Hope School Basketball, il y a même Il y a Deido Basketball aussi. Martial Yudom avec Flux Academy, René Sombe avec Deido Basket. Voilà les gens, et sûrement quelques-uns que j'ai peut-être oubliés, qui sont là. Oui, j'ai cité Alain Zedong en premier parce que justement c'est l'un des instigateurs de ce mouvement. Les jeunes qui se retrouvent tous les mercredis à Liberman ou alors à Jos pour jouer. Et j'ai assisté à certaines de ces journées. Vous sentez comment les jeunes, ils ont beaucoup de passion, ils sont contents. Il y a même quelques journées qui sont déroulées à Douala 5e que Sylvain Ouya avait organisé. Donc il y a le talent est là, il y a des gens qui veulent bien participer. Mais si l'organisation ne suit pas, s'il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on fait, à un moment, il y a des gens qui vont se décourager. On a pris par exemple le DKC. Le DKC, c'est un mouvement qui a commencé timidement. Mais on a vu comment les gens... Au fil des journées. Oui, on a vu au fil des journées comment les organisateurs étaient impliqués. Et c'est comme ça que tout le monde a rejoint le train en marche. Et pourquoi est-ce que c'était bien? Parce que dès la première journée, on avait le chronogramme de toute la saison. On connaissait quand est-ce que ça commençait, quand est-ce que ça finissait. Je crois que j'en ai parlé une fois ici sur ce plateau. Le problème avec nos ligues, on connaît quand ça commence, la Ligue du Littoral, mais on ne sait pas quand ça finit. On connaît quand ça commence. Après, on voit seulement que le Littoral a envoyé un représentant à la finale, à la Coupe du Cameroun. On ne sait pas comment le représentant a été désigné. Pourtant, les autres ligues, il y a un processus de désignation ou alors de qualification pour les éliminatoires de la Coupe du Cameroun. À Douala, on nous dit seulement l'école de basket va représenter le littoral. Sur quelle base? On vous dit que c'est parce que c'est la seule équipe en activité. Il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Moi, en tant que responsable de club, quand j'entends des choses comme ça, je ne suis pas sûr que je vais encore présenter mon équipe. Je ne suis pas sûr que notre groupe va encore présenter son équipe si c'est le même bureau qui tient la même fédération, la même ligue. Ça, il faut se le dire. Le président a présenté sa démission. Ça, Martial l'a dit. Il a annoncé qu'il allait démissionner. Le vice-président, on ne l'a jamais vu. Le trésorier, il avait commencé, ça l'a dépassé. Il a abandonné son poste. Il faut dire les choses comme elles sont. Seul le secrétaire général était là, l'homme à tout faire. Mais je déplore le fait que le secrétaire général ait perdu suffisamment de crédibilité. Je parle à mon nom, je parle à ma personne. S'il ne dépendait que de moi, tout le bureau, il faut le balayer, comme l'a dit le grand frère. Et on passe à nouveau, on passe avec des jeunes qui ont beaucoup d'envie, des jeunes qui veulent apporter du changement, quelque chose de nouveau. Et vous allez voir comment le basket va redémarrer dans le littoral. Derrière ces quelques interviews, on va venir sur les pistes de solutions pour chacun d'entre vous. Lionel a d'ailleurs ouvert le bal. Je vous propose d'écouter ces quelques joueurs qui se sont illustrés lors de ces quelques matchs dimanche, en rappelant d'abord que l'école de basket l'a emporté sur Deido Basket 57-32. Université de Douala était face à École en monsieur 74-70 pour les enfants de Yvan Gouk et puis Udiele. Là donc, Dame l'a emporté sur Douala. Faya Bird, écoutons quelques interviews des joueurs, bien sûr, juniors et seniors, monsieur. Je crois que ça, en fait, on a bien commencé, mais on s'est laissé battu. Mais je crois que ça, c'est au début. On va gagner un jour. Moi, je suis sûr. Nous avons joué comme les malades. On s'est donné du début jusqu'à la fin et c'est pour ça qu'on est champion. L'année prochaine, on vous donne encore rendez-vous parce qu'on sera encore champion. Merci. Juste l'envie et de la détermination parce qu'on a perdu tellement contre certaines équipes lors du championnat. Et on a voulu prendre une revanche pour pouvoir se mettre, se hisser un peu au niveau de la chaîne nationale. Donc c'est pour cela qu'on s'est donné aussi à fond. C'est pour cela que bon, c'est l'équipe, ce n'est pas moi, ça c'est l'équipe. Donc ça remercie tout le staff. Je
dirais que dans les 5 dernières minutes où on était à égalité, on a manqué de lucidité. On a arrêté de jouer collectif comme on a fait, ce qui nous a fait remonter l'écart de 10 points qu'on avait, le retard de 10 points qu'on avait au premier quart-temps. On a bien déroulé, mais dans les 5 dernières minutes, on a commencé à jouer personnel et il faut dire la vérité, leur presse nous a posé beaucoup de problèmes. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et aussi les mauvais choix en attaque. Je pense qu'on a pris 3 ou 4 tirs à 3 points forcés qu'on ne devait pas prendre. Je pense que c'est sur les cas de 4-5 points qu'il y a, je pense que ce sont ces détails qui ont fait la différence. Voilà, vous l'avez très bien écouté, à la surprise générale quand même. Hein. L'université a battu école. Ça surprend certains ici? Non, c'est pas une surprise. Ah ok, parce que je vous ai entendu, UDLA n'était pas là, tout ça. Et ils ont gagné logiquement. Vous pensez que l'absence de Dika a peut-être joué sur la rencontre? Je sais pas. Je pense que oui, mais en même temps, en face, on a aussi Bognis qui était absent du côté de UDLA. Sûrement, UDLA a pris le match beaucoup plus au sérieux. Je n'ai pas participé à la rencontre, j'avais des obligations. En fait, non, sur la physionomie du match, quand même, UDLA était au-dessus. École a fait le maximum, le fait qu'ils jouent en équipe, etc. Mais les joueurs ont semblé fatigués, peut-être pas assez entraînés, je ne sais pas, en conditions physiques. Et c'est ça qui a dû les gêner aussi. Mais UDLA vraiment était plus en jambes et en voulait plus. Donc, si, à mon avis, si l'école de basket avait gagné, j'aurais souhaité, si l'école de basket avait gagné, ça aurait été une surprise. Voilà. Alors, on va écouter ces interviews maintenant. Cette fois, des responsables, vous les cherchiez, eh bien, ils sont en image. C'est vrai que j'ai eu la possibilité de voir pour la première fois certains d'entre eux. Après quoi, 2 saisons déjà qu'on est ensemble ici. 3 saisons même déjà que je suis sur ce plateau. Oui. J'ai eu la chance en image ce soir de voir certains responsables de cette ligue-là et démissionnaires. Je mets ça comme ça. Pour donner un peu de crédit à ce que vous avez dit tout à l'heure, Martial, entre autres, et ce que vous cherchez, Yves-Lionel Ngounou, à savoir le vice-président, donc le secrétaire général, ça commence par là, le vice-président, le président et le vice-président en interview, qui, bien sûr, nous disent ce qu'ils pensent de ces journées-là et de la saison. Je suis entièrement satisfait parce qu'aujourd'hui, on a vu assez de spectateurs, ce qui ne s'était pas fait depuis un certain temps dans la Ligue régionale de basketball littoral. Et le spectacle, il est à son maximum. Les enfants nous donnent entièrement satisfaction. Toutes les équipes, pour ce qui concerne les finales, ont répondu présent. On a eu un petit problème, un petit couac avec les matchs de gala, mais bon, comme ce n'était que des matchs de gala, on a pu rattraper en organisant une rencontre entre un club vétéran et une entreprise. Mais nous sommes entièrement satisfaits de cette journée. Oui, en fait, personnellement, et au nom de la Ligue régionale, je suis plus que satisfait. Je dois d'ailleurs dire que je suis presque comblé. Parce que ça fait quand même depuis un certain moment qu'on a pu vécu ce genre d'engouement. Depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. Hier, il y a eu comme une sorte de grand rassemblement avec toutes les écoles de basket de Douala, avec la distribution du matériel et des ballons pour les encourager dans leur formation. Aujourd'hui, il y a les finales régionales qui clôturent la saison au niveau de la Ligue, avec la participation des corpos, des vétérans et ce que vous voyez cet après-midi. La qualité du spectacle est assez relevée, le niveau redevient bon. Et cela laisse augurer véritablement d'une excellente saison à venir. C'est une finale qui fédère tous les efforts, les écoles de basket, la Ligue et également la fédération. Vous voyez, le président de la fédération est président. Donc c'est une communion qui donne le résultat qu'on a aujourd'hui. La prochaine édition, évidemment, c'est l'année prochaine, avec l'ouverture de la saison qui va se faire au début novembre. Je vais dire que le mot est lâché. Le début de la saison dans le... Bon. Non, sans sérieux. Novembre. Le président. Bon, excusez-moi, c'est que j'ai juste avalé des travers. Alors,
Oui, oui, comme tu le dis. La saison va reprendre en début novembre, c'est ce qu'on a retenu. Oui. Voilà, je crois que j'ai besoin d'un peu d'eau. C'est déjà une bonne chose que nous sachions que la saison va reprendre en novembre. Ça permet à nous, les équipes, de nous préparer par rapport à ça. Bon, je veux respecter les uns et les autres. Vraiment, je veux respecter. Parce que là, pour dire vrai, c'est toutes les personnes que je respecte. Oui. Le bureau directeur de la Ligue régionale du Littoral. Je suis surpris, je ne sais pas comment Abenou a réussi à faire venir le président de la Ligue, à venir clôturer sa Ligue à lui. Je ne sais pas comment il a réussi à faire venir le vice-président. Et certains ne connaissent pas le vice-président. Je vais dire que c'est un passionné, c'est quelqu'un qui a de la volonté. Et je peux même dire c'est quelqu'un qui accepte de financer cette ligue-là. Parce que plusieurs fois, quand à la première, à la deuxième saison, quand elle était votée, parce qu'il était voté en remplacement du président Eric Niat, qui partait à la fédération, il finançait presque toutes les dépenses de la ligue. Même comme le secrétaire général n'a pas été très droit avec ces fonds-là. Donc, je ne peux pas ici manquer de respect à quelqu'un qui a mis de son argent. Qui a mis de son argent. Maintenant, le secrétaire général, vraiment, moi, je veux même faire dire que c'est un Boko Haram. Parce que ce qu'il a fait n'est pas différent de ce que les autres font dans le Nord. Excusez-moi, ce qu'il a fait pour le basket dans la région du littoral n'est pas différent de ce qu'on fait au Nord. Parce qu'il a tué le basket. Et moi, personnellement, je n'avais pas président Lengue parce que j'ai été de ce bureau, j'étais président d'organisation de compétition. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais on savait tous que le président Lengue ne devait pas avoir le temps pour gérer ce basket. Et que ce basket devait se gérer par le bureau. Le premier vice-président, c'est le chargé des finances, M. Mboulé, qui a eu un problème avec le secrétaire au niveau de l'argent. Parce que le secrétaire général percevait de l'argent qui ne reversait pas. Et il faisait une gestion. Quand le chargé des finances lui demandait de justifier ses dépenses, il disait qu'il est son chef. C'est pour ça que le chargé des finances a arrêté de venir au basket. Et il y a plein d'autres actions comme ça. Moi, quand j'utilise le mot, je sais pourquoi je les utilise. Et je dis bien ce que le secrétaire général fait ces 3 dernières saisons, ces 4 dernières saisons, c'est pas différent de ce qu'on fait dans le Nord avec les Camerounais. D'accord. Alors ça c'est votre avis à vous. Je vous propose donc ça n'engage que moi. Voilà, c'est son propos. Je vous propose donc de nous suggérer quelques pistes de solutions pour relancer la saison prochaine. Oui, déjà il faut que ce bureau soit balayé. Ça, vraiment. Qu'on trouve, bon, je sais pas si Tintin est partant parce que nous, on lui doit des excuses. Je suis vraiment content qu'il soit sur le plateau. On lui doit des excuses parce que vous nous avez combattu. Il est engagé sur ce plateau depuis longtemps. Tintin a été... non, personnellement, j'assume mon choix. J'ai fait le choix du président Lengue. Vous le regrettez? Dans une mouvance de la fédération avec le président Doku. Vous le regrettez? On le regrette. Je le regrette parce que je ne savais pas que ce soit Erignat, que ce soit Guissani, que ce soit Camille, partait à la nationale après. Donc, je pense que c'est ce qui nous a fait couler. Si on avait maintenu tous les 3 que j'ai cités ici, on n'aurait pas eu cette saison-là. Parce que, enfin, on connaît comment que ce soit Guy, que ce soit Camille fonctionne. Donc, je veux dire que je le regrette parce que le basket est où il est aujourd'hui. D'accord. Monsieur l'expert, liste de solutions, vous avez écouté le bureau directeur. Quand même, c'est lâché pour novembre. Novembre n'est pas loin, plus que quelques semaines déjà. Que faut-il faire pour relancer? Ce bureau lâche ce mot pour novembre. Est-ce qu'ils oublient que les élections peuvent avoir lieu d'un moment à l'autre? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui va... C'est déjà une sorte de programmation. Peut-être l'équipe, si jamais l'équipe change, l'autre équipe viendra simplement suivre. Bon, disons-le. Vous l'avez toujours demandé, il faut commencer plus tôt. Non, enfin, je dis c'est tout à fait logique. Même hier, encore une fois de plus, je disais qu'il faut faire une programmation assez tôt pour que le basket ne puisse plus se terminer juste à la veille, n'est-ce pas, du début des cours en septembre.
Parce que logiquement, il faut faire une programmation qui puisse permettre aux uns aux autres de se préparer, d'avoir l'intersaison, de récupérer et d'enchaîner. Parce qu'il y a des élèves là qui ne sont pas allés en congé parce qu'ils ont continué à jouer au basket jusqu'à ce que la nouvelle saison puisse reprendre. Donc logiquement, je crois qu'ils ne peuvent pas déjà annoncer un programme sans avoir l'avis au moins de toutes les autres parties prenantes du basketball. Parce que le basket n'est pas fait seulement pour une catégorie de personnes. Il faudrait que tous ceux-là qui ont œuvré pour le basket soient autour d'une table, réfléchissent sur un chronogramme qui devrait être respecté. Parce que si on dit que ça commence en novembre, novembre c'est quand? C'est demain. Avec qui? Et maintenant, est-ce qu'ils ont fait un bilan de la saison antérieure? Il faut déjà s'asseoir pour faire... Elle est terminée seulement hier. Je crois qu'ils prendront peut-être les jours à venir pour nous proposer le bilan. D'ailleurs, on reviendra là-dessus, finalement, pour faire plus complet. Guillaume, finalement, c'est la chaîne novembre. On fera avec. Il fut un temps où, avant un début de saison, les membres de la Ligue s'asseyaient avec le président du club dans une réunion. Et on préparait la nouvelle saison ensemble. C'est-à-dire qu'on prenait les desiderata des présidents de fédération, leurs idées, leurs propositions qu'on essayait d'intégrer pour la bonne marche du basket. Bon, peut-être que c'est une date indicative que le vice-président a lancé comme ça. Je ne sais pas si c'est concerté avec son président ou son secrétaire général ou le président de la fédération, je ne sais pas. Toujours est-il que il faudrait peut-être ne pas passer comme ça sur le bilan de la saison qui vient de se terminer. Comme disait l'expert, ce serait bien de s'asseoir autour d'une table pour faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a de bonnes choses qui ont été faites cette saison qu'on peut garder. Les mauvaises qu'on les remette de côté pour que nous ne puissions pas avoir à répéter les mêmes erreurs la saison prochaine. Mais on ne peut pas lancer la saison à venir comme si rien ne s'est passé avant. Parce qu'on va continuer avec les mêmes complaintes, avec les mêmes critiques, avec les mêmes frustrations. Il y a plusieurs clubs qui ont disparu depuis 3 ans. Je n'ai pas fait le compte avant de venir ici, mais il y a des équipes qui ont disparu. Ton équipe même a disparu, non? Elle existe toujours? On a joué en junior. En junior? Mais en senior, il n'y a plus. En dame? Non. Voilà. En Il y a des équipes qui ont disparu. Non, c'est pareil. Il y a des clubs qui ont disparu depuis. Et pourquoi ces clubs ont disparu? C'est parce que certains présidents excédés préfèrent rester chez eux et ne plus mettre leur argent là-dedans. Donc, on ne va pas continuer à perdre des clubs comme ça. Je pense qu'on peut faire un bon championnat avec un grand nombre de clubs de jeunes. Et je pense que c'est la base. C'est sur ça que nous devons partir. On ne doit pas focaliser sur les seniors qui, actuellement, ne sont pas renouvelés. Les seniors ne sont pas renouvelés. Il y a, depuis que je tourne au basket ces dernières années, il y a une plainte qui revient de la bouche de tous les présidents de club, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas une catégorie espoir. Ça empêche une certaine catégorie de joueurs d'évoluer. Il y a des joueurs qui arrivent à 18 ans, ils sont finis juniors, ils n'ont pas la force physique suffisante ou le gabarit technique pour passer en senior. Et puis il y a des gens en senior qui ont carrément le titre foncier. 20 ans, il est dans son équipe, on ne le touche pas. Donc le jeune qui arrive, il n'a pas la place. Il y a certains présidents comme... justement, c'est les présidents des clubs qui ont des centres de formation. Nous, on n'hésite pas à mettre un gamin de 15 ans avec les seniors. Simplement, nous, on est d'accord pour perdre le match. L'essentiel, c'est que le joueur apprenne. Alors que les autres qui viennent pour gagner absolument, ils ne donneront pas leur chance aux jeunes. Donc, s'il y a une équipe, si on peut faire une catégorie espoir, c'est-à-dire entre 18 et 21 ans, eh bien, ces gens-là qui finissent la catégorie junior ont une catégorie dans laquelle ils vont s'exprimer. Au lieu de ça, on vit des situations où des gens vont changer l'âge pour rester en junior. Tu as le même joueur, il a 18 ans cette année, l'année prochaine il a encore là 18 ans, l'année prochaine encore là 18 ans, il joue 4 ans junior en ayant toujours 18 ans. Tout le monde le sait et tout le monde fait comme si on ne voit pas. Tout simplement parce que il n'a pas une catégorie dans laquelle il va s'exprimer. Et chez les filles, c'est encore pire. Chez les filles, c'est encore Parce qu'à un moment, elles disparaissent. C'est les vous grossesses, commencez c'est les mariages avec, et tout ça. Vous donc, commencez avec 30 filles dans un club. À la fin, vous en avez 8, 7. Oui, c'est comme ça. La déperdition est plus importante. À la FENASCO, aujourd'hui, cette catégorie d'âge-là,
on ne la respecte plus et on permet à tout le monde de jouer avec n'importe quel âge parce que entre les U18 et les U20, ça n'existe pas. Or, il y a des compétitions U20 à la FIBA. Donc, cette catégorie espoir peut exister. On peut l'introduire. Même, on peut aller jusqu'à U22 pour que les gars puissent vraiment mûrir en rentrant dans la catégorie senior, qu'on sache que vous devez pouvoir faire du bon basket. Tout à fait. Voilà. Parce que chaque ligue, chaque fédération peut adopter un règlement spécial pour cette catégorie. Et ça va éviter justement, comme dit M. Lamé, que les gens ne puissent tricher sur leurs âges. Parce que chaque basketteur souhaite jouer. Voilà. Alors, pour sortir de cette actualité-là, Lionel, vous restez sur votre position. Il faut nettoyer complètement et recommencer à zéro. Bah oui, je l'ai dit, Martial l'a dit, tout le monde. Je pense que tout le monde est d'avis. Voilà. Il faut nettoyer. Quand vous avez des responsables d'un bureau directeur qui arrivent à une finale d'un tournoi de basket qui sont ivres, il y a un problème. Ça, il faut le dire. J'ai participé à la finale du DKC. Le secrétaire général est arrivé et tout le monde savait qu'il était ivre. Ça, il faut le dire. Comme je dis, il y a plein de personnes dans ce bureau qui ont perdu en crédibilité. Moi, je ne peux plus participer à un événement organisé par cette ligue parce que je ne voudrais pas avoir affaire à ce genre de personnes. On voudrait que le basket soit un sport sérieux. C'est un sport sérieux, c'est un sport de personnes sérieuses. Donc, il faudrait être sérieux. Quand vous avez une saison où on a autant de forfaits qu'autant de matchs programmés, quand vous avez une saison où les matchs de gala, les équipes qui sont programmées pour les matchs de gala ne viennent même pas, ou alors arrivent en retard, on est obligé de chercher des équipes à côté pour commenter les brèches. C'est parce que tout le monde a perdu confiance aux personnes qui organisent ces événements. D'accord. Alors, je crois qu'on trouvera le temps d'organiser un vrai débat sur cette ligue-là, avec bien sûr la présence de ceux qui souhaiteront être là pour en parler, un vrai sujet de discussion afin de remettre les choses en place dans cette ligue qui nous est chère. Transition facile, on va regarder en quelques temps forts de cette finale afro-basket qui s'est donc achevée hier dimanche du côté de Bamako au Mali. On le sait déjà, le Nigeria, troisième du récent afro, premier, et cette fois qui met donc au sol celui-là qui était le tenant du titre, à savoir le Sénégal. Quelques temps forts de cette rencontre-là. Et on se retrouve juste derrière pour parler afro-dame. Senegal, Dow looking to go to work up against Madou, twisting and turning and banking it in, and the Senegalese surge continues. Senegal looking to stretch an 11-point lead with Astou Traoré, who's got 6 already. She'll fire another 3. It's a hat-trick of threes in the first 5.5 minutes. Atosu, she's going to try one as well and hits it with the foul. Prodded away almost by Atosu. Here goes Diouf up against Atosu. Difficult shot, and it drops. How about that? She might have thought about it again, but she gets inside this time, bursting through. Kalou got her fingertips to it though, and forces the turnover, and the nice pass down the floor. Alano puts it in free flow. They'll take their time and work in the final 6 seconds of the shot clock. She just launches one. Gets it back as she gets to the basket and puts it in. Evelyn Akantor. Tiam will shoot a 3 for the first time and hits it. Back-to-back threes for Senegal. Mohamed trying to shake off her marker, able to peel away towards the baseline, backs it in, arches that back again. Akantor, Alonu cutting away from her opposite number and laying it up and in. No doubt whatsoever that the best team won this competition, and they beat Senegal in the final by 17 points, 65-48. Voilà, le Nigeria donc qui remporte cette finale, c'est la deuxième de son histoire, je pense, après avoir fini 4 fois déjà sur le podium depuis 1997. Je crois que le premier sacre du Nigeria a été en 2003 et fini au podium, donc 3e en 2015 à Yaoundé, et cette fois premier du côté du Mali. Alors, Yves Lionel, il fallait s'y attendre.
ou bien? Bah oui, il fallait s'y attendre. Il y a 2 semaines, nous nous sommes retrouvés sur ce plateau. Quand on parlait un peu, on débattait un peu sur les chances du Cameroun et également quelles étaient les équipes qui étaient à même de pouvoir remporter le titre. Quand je me base sur la préparation qu'a connue cette équipe du Nigeria, je ne suis pas surpris par le résultat final. Voilà. Guillaume, vous avez regardé cette finale? Le Nigeria a toujours fait de très bons matchs parce que c'est une des équipes qui joue très collectif et qui est très physique. Oui. Ils ont toujours eu des joueuses solides. Et surtout, le Nigeria a toujours eu un bon banc. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Ils ont souvent des joueuses qui sont interchangeables. Et forcément, ça leur donne un avantage certain. Voilà. Alors, le premier carton est en faveur du Sénégal après le Nigeria pratiquement prendre l'envol, inscrit 11 points au deuxième carton, puis 15 points contre 7 seulement au troisième. C'est parti pour le quatrième avec 17-13, pratiquement du 8 sur 8 fait par le Nigeria, cet affront. Oh oui, comme tous les grands matchs. La plupart, la différence est au troisième quart-temps. Et ça, je crois que tous les coachs avertis savent que le troisième quart-temps est très déterminant parce que sur le plan tactique, c'est sorti de la mi-temps avec des joueurs concentrés qu'on peut réajuster avec une bonne lecture des 2 premiers quart-temps. Oui. Bon, moi, je ne suis pas surpris. Par contre, le Nigeria ici, c'est un bon exemple. Un bon exemple pour le Cameroun. C'est un projet qui est mis sur pied depuis, je crois, 4 ou 8 ans. Et le consultant de ce projet, je vais vous surprendre, c'est un Camerounais. Ah bon? Joe Toumou, qui a été, je vais dire, à la limite chassé du Cameroun, malgré tout ce qu'il faisait. Et bien qu'il ait dit chassé parce qu'il était entraîneur, Joe Toumou venait avec des maillots pour notre équipe. Joe Toumou allait chercher des joueuses pour venir au Cameroun. Bon, comme nul n'est prophète ce soir, Joe Toumou a été, je crois, approché par la fédération. Il y a eu, je pense, à la base, un chiffre de 5 000. Ils ont fait une sélection de 5 000 jeunes. Et c'est la suite de ce projet. Je suis sûr que le Nigeria est parti pour être sur le podium. Plusieurs années encore, je l'espère. Ce que vous devez constater, lorsque vous regardez toutes ces équipes finalistes, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, toutes ces équipes appartiennent soit à la zone 3 ou à la zone 2, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que ce sont des pays qui ont un projet sur le plan sportif. La dernière CAN, on a retrouvé presque toutes ces équipes parmi les 5 premières. Vous constatez donc qu'elles ont maintenu à peu près leur classement par rapport à la dernière CAN. Ça veut dire que le travail se poursuit d'une manière continue. Il y a un suivi dans ce travail. Et je crois que ça devrait servir de leçon aux autres pays. Qu'après une CAN, qu'on se dise, dans 2 ans, il y a la prochaine CAN, qu'est-ce qu'il faille faire au niveau des entraîneurs à choisir, au niveau des éléments à détecter, parce qu'une sélection, ce n'est pas une équipe. Il faut en faire une équipe et il faut prendre du temps justement pour en faire une équipe. Il faut préparer des rencontres amicales. Bon, je pense que logiquement, ces différentes équipes ont mérité ce classement. Si je passe de la première à la deuxième place, comme le Sénégal l'a fait, c'est déjà... Si le Nigeria passe de la 3e à la 2e, ça veut dire qu'il y a eu du travail. À la première. Bon, ça veut dire qu'il y a eu du travail. Si le Mali, pays organisateur, bon, a obtenu la médaille de... On peut regarder le tableau final avec l'aide de la réalisation, voilà, le classement dont on parle. Ça veut dire que ces équipes sont restées parmi les 5 premières de cette compétition. Bon, il est vrai que désormais, ce sont les 2 qualifiés qui iront en Coupe du Monde. Tout à fait. Et qui sont qualifiés d'office pour la prochaine CAN, puisque tous les autres pays iront chercher leur qualification dans les autres pays. D'accord. On perd la 7e place face à l'Égypte. Vous avez le score en instant 83-86. Mais si on va venir à entrer en profondeur sur cette équipe nationale du Cameroun, je rappelle, pendant que nous tentons de joindre donc Yves Tala, que le Sénégal est resté constant sur le podium, Yves Lionel, depuis sa 2e participation
à l'Afro-Basket, nous étions en 1968. Vous confirmez? Oui, je le confirme. Et en même temps, comme vous l'avez si bien dit, le Sénégal, c'est une nation de basket. Ouais. Déjà, quand on regarde même les finales de la Coupe du Sénégal ou alors du championnat du Sénégal qui se joue parfois à la télé. Qui passe en direct à la télé, passe les finales. Batamba TV, que je regarde parfois. Vous voyez l'engouement qu'il y a au stade. Quand vous avez le Duc qui joue contre une autre équipe, vous voyez comment il y a les fan clubs, la salle est pleine. Et la finale est très Donc il y a une réelle politique de mise sur pied du basketball féminin là-bas. Il y a spectateurs au stade, il n'y a pas de place. Voilà. Alors nous avons en ligne Yves Tsala depuis Yaoundé. Bonsoir Yves. Bonsoir Christian et bonsoir à tout le prestigieux panel de Cameroun, le 5 entrants, hein, on dirait ça comme ça. Toi, monsieur l'expert Sioé, le grand frère Elamé, Mondomoni, Yves Lionel et puis le coach Yudom. Bonsoir à vous. Merci. Alors les patrons de l'Afro, on a envie de les appeler comme ça, en Afrique pratiquement, sont tombés face au Nigeria. C'était des larmes dans cette équipe du Sénégal-là. Oui, mais en même temps, ça n'a pas totalement surpris au vu du début de la compétition parce qu'on a vu un Nigeria très impressionnant dès le premier tour et qui a battu le Sénégal, mais ce n'était pas totalement une surprise puisqu'à Yaoundé déjà en 2015, le Nigeria avait eu raison du Sénégal dans les phases de poule toujours. Donc cette équipe était totalement prête, une magnifique équipe, l'équipe du Nigeria, bien équilibrée avec les anciennes de 2015, Elonou, Atosu, Didi Madou, tout ça, et puis des nouvelles. Et en même temps, une certaine homogénéité entre les filles qui sont aux États-Unis, celles qui sont professionnelles en Espagne, et puis 3 joueuses locales de First Bank du Nigeria. Donc, vraiment une très belle équipe managée par un excellent entraîneur, M. Sam Vincent. On ne parle pas très souvent des entraîneurs, mais il est un ancien pro NBA. Il a coaché en NBA à Toronto, à Charlotte. Il connaît le Nigeria puisqu'il a eu à coacher les garçons du Nigeria. Donc, voilà, c'était une superbe équipe et c'est elle qui pouvait vraiment déranger le Sénégal parce que le jeu intérieur du Nigeria était impressionnant. On a réussi à convaincre Evelyne à 14 de venir jouer, plus Didi Madou et le reste qui était là. Donc, vraiment dominant à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Et on a vu le nombre de rebonds pris donc, par cette équipe du Nigeria dans ce match et le gel physique comme monsieur Lamé disait, donc dans l'engagement, l'agressivité défensive, etc. Donc après, c'était un peu le pronostic, c'était assez logique la victoire du Nigeria. D'accord, 65-48, il faut le dire au passage. Alors, la participation de l'équipe nationale du Cameroun, selon vous, qu'est-ce que vous retenez de ce passage-là à cet Afro? C'était difficile à voir tout ça parce que il a apparu tellement de tard, mais on avait un peu prévu ça parce que renouveler une équipe comme ça, voilà, aux 2 tiers, c'est pas évident. On a vu, ça prend du temps à monter une équipe féminine. Ça prend du temps. Surtout au Cameroun, surtout quand on est au Cameroun. On a battu le Nigeria en quart de finale en 2013. En 2015 aussi, cette équipe commençait à arriver à maturité et là on recommence à zéro, c'est comme le tonneau des Danaïdes, un éternel recommencement, c'était assez compliqué. Du coup la tâche qui était confiée à ces filles-là par rapport aux attentes, parce qu'on ne doit jamais oublier d'où on vient. Vous avez nous dit qu'on va rajeunir tout ça, on ne peut pas faire même la même chose que la fois dernière. Les gens retiennent que vous étiez finaliste. C'est ce que l'opinion publique retient, que vous étiez finaliste et qu'on s'attend à avoir un certain niveau de jeu. Et donc, du coup, quand on discute avec les observateurs, que ce soit des basketteurs ou les non-basketteurs, puisqu'il faut tenir compte de l'opinion publique aussi, il y a une déception parce que les gens se sont pris d'affection pour l'équipe de 2015 qui a mis un engouement pas possible. Et les gens
gens s'attendaient à voir un peu cette équipe dans les mêmes standards. Et malheureusement, dans la qualité de jeu, dans les résultats, évidemment, tout cela n'a pas suivi. D'accord. Est-ce que c'était le seul défaut de cette équipe-là, le renouvellement qui était subite, qui n'a pas beaucoup aidé? Ça, c'est une des causes, mais ça ne peut pas être uniquement ça, parce que même le Mozambique a renouvelé l'équipe. Il n'y avait que 3 filles de Yaoundé dans l'équipe du Mozambique, mais c'était un renouvellement cohérent et puis bien organisé dans une structuration avec un stage. Nous, je ne sais pas à quel moment l'entraîneur a disposé de toutes ces 12 joueurs avant Bamako, mais c'est peut-être une semaine et demie. Et donc, ça se sentait que dans la cohérence, dans l'ensemble, on avait des problèmes dans la communication, parce qu'on a vu ça en défense. On a regardé en défense. On dirait qu'on s'ajustait au fur et à mesure que la compétition avance. Et que je crois qu'on a fait notre meilleur match finalement contre le Sénégal, parce que c'est doucement que les automatismes se mettaient en place. Et puis, donc c'était le problème. Il manquait ce projet de jeu que fatalement le coach n'a pas eu le temps de pouvoir mettre en route. Et donc, ça se voyait que ce soit en défense, que ce soit en attaque, on avait tous ces problèmes-là. D'accord. Alors, on finit 8e à cause de tout cela, de tout ce que vous avez cité à l'instant. Que faut-il faire finalement pour retrouver le sacre? Moi, je pense que la victoire, c'est une culture. La victoire se travaille. Et je pense que nous, on veut gagner sans mettre les ingrédients qu'il faut pour une victoire. Et une des choses là sur le basket féminin, c'est il faut déjà faire un vrai bilan de la participation, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Les afros se sont succédés, il n'y a jamais eu de bilan pour se dire qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on fait pour repartir. J'ai suivi avec plaisir la chronique de M. Lester sur la critique. Moi, je pense que ça part de là. Il faut que des experts, que tout un panel de personnes qui ont suivi, qui ont des propositions, que ces personnes puissent faire des propositions pour dire voilà là où on est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour repartir, vers où on part, quel effectif on a, quelle force on a, quelle faiblesse, travailler sur quel horizon, sur 2 ans, sur 4 ans, sur 8 ans, qu'est-ce qu'on fait, quel programme on met en place. Voilà, c'est tout cela qu'il faut asseoir aujourd'hui pour qu'il y ait une réflexion. Et ce n'est pas la matière grise qui manque. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent apporter des grandes contributions, des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le basketball féminin du Cameroun à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais ce qui est sûr et ce qui est frustrant, c'est qu'on sait que le Cameroun a le potentiel. Quels que soient les cas, le Cameroun fait partie maintenant du Big Six à peu près du basketball féminin. Maintenant, pour aller jusqu'à la victoire, dans tous ces petits détails qui font le haut niveau là, il va falloir mettre toute une autre culture et toute une autre politique. Donc, et moi, je suis convaincu qu'on a tout, on a les ressources humaines, on a du matériel pour pouvoir essayer de mettre un projet pour arriver. Voilà. Merci beaucoup Yves Tala pour votre participation et à très bientôt. C'est un plaisir, merci. Voilà. Yves Tala qui, il faut le rappeler, était pratiquement consultant sur la chaîne nationale durant tout cet afro. Comme quoi, c'est quelqu'un qui a son mot à dire. Alors, Guillaume, le Cameroun finit 8e. On s'y attendait, on a envie de dire, pour certains. C'est dommage. On s'y attendait, en même temps, on espérait. Parce qu'on est chauvin, on se dit que quelque chose peut se passer. Mais j'apprends à l'instant que l'entraîneur n'a disposé que d'une semaine à peine avec toutes les joueuses. Parce que 8 au départ, puis 10. Je crois la veille aussi, certaines sont arrivées. Parce que moi, je pense sincèrement que l'équipe qu'on avait cette année était meilleure que l'équipe qui arrive en finale à Yaoundé. Intrinsèquement. Quand vous prenez les joueuses individuellement, je pense que les filles qui ont joué cette année étaient meilleures.
Il y avait de la jeunesse, Oui, il y avait les individualités. L'année dernière, il y avait toutes les anciennes. On a rappelé toutes les anciennes. Et il y avait quelques jeunes pour mettre de la vitesse et de l'énergie, mais c'était surtout l'expérience des anciennes qu'on appelait. Et il y avait aussi un coach qui a peut-être eu plus de temps, mais qui a su les faire jouer ensemble, qui a su insuffler un esprit dans l'équipe. Je ne voyais pas... Enfin, je voyais les filles se féliciter même quand elles faisaient une erreur. Je voyais les filles intervenir pour aider la collègue, etc. Cette année, j'ai plutôt vu chacun pour soi. Je prends le ballon, je fais ce que je peux faire. Je prends le ballon, je fais ce que je peux faire. Pourtant, l'envie était là, la motivation était là. Je voyais que les filles jouaient avec une belle hargne. Elles avaient envie de gagner, ça se voyait. Mais il n'y avait aucune organisation. Il n'y avait pas d'organisation de jeu. C'était complètement inexistant. Maintenant, on ne peut pas, je rebondis sur ce que Yves Tchala disait, on ne peut pas à chaque compétition renouveler l'équipe complètement. Il faut un fil conducteur. Il a parlé du Nigeria que nous avons battu à Yaoundé. C'est quasiment les mêmes filles. L'Égypte qui arrive, l'Égypte bat le Cameroun, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est pas possible. L'Égypte que j'ai vu jouer là ne bat pas le Cameroun. Ah oui. Hein. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu le premier match contre l'Angola, je me suis dit, il y a espoir. Parce que même ce match-là, on pouvait le gagner. On aurait pu gagner. Pratiquement tous les matchs qu'on a perdus, on aurait dû les gagner. Il y avait de quoi. Moi, je pense que le Cameroun a une plus grande chance de gagner l'afro-basket en dames qu'en messieurs. Mais simplement, si on peut donner aux dames le même intérêt et les mêmes moyens qu'on met pour les hommes, je pense que les dames gagneront l'afro-basket en premier. J'en suis convaincu. Il y a plus de possibilités chez les dames que chez les hommes. Nous avons des jeunes filles, certaines d'entre elles étaient des débutantes à Yaoundé, comme la jeune Foula qui arrivait, les petites Willedi qui arrivent là, etc. Parce qu'il faut dire qu'il y avait les Mbianja qui avaient bien cimenté. C'est-à-dire qu'il y avait des places qui étaient intouchables. Aujourd'hui, ces filles-là pointent le bout du nez, elles prennent la place. Mais il ne faudrait pas qu'au prochain Afro-Basket, ce soit encore une nouvelle équipe. C'est ça le problème. Il faudrait qu'il y ait une ossature, que ce soit en basketball, en volleyball, en football, dans tout ce qui est sport collectif. Vous ne pouvez pas évoluer si chaque saison, vous recommencez un effectif pratiquement à 80-90%. Ce n'est pas possible. Qui a gagné le Nigeria qui travaille depuis? Avant, c'était le Sénégal, ils sont ensemble depuis. Le Mali est toujours dans les finalistes des U18, U20, sinon vainqueurs. Parce qu'ils commencent tout petit. Ça rejoint donc la discussion qu'on avait en début d'émission, où on parlait des U8, des U13. C'est par là qu'il faut commencer. C'est là qu'il faut mettre l'accent. On se dit que ces gens-là, si on les encadre, si on leur habitue à la compétition, si on les forme, dans 10 ans, dans 12 ans, ils vont gagner l'Afro-Basket. Il y aura une grosse équipe. Mais l'équipe que nous avons là actuellement, si ces filles, on leur donne les moyens, je suis persuadé que nous pouvons rivaliser contre le Nigeria, le Mali, le Sénégal. D'accord. Yves, quel est le bilan que vous faites de la participation du Cameroun à cet Afro-Basket? Vous voulez qu'on fasse quel bilan? Bon. Le bilan, il est là. Le bilan sur le terrain, hein, sur le terrain, on a fini 8e. Le bilan, il est là. 2 victoires, 6 défaites. C'est vrai en plus. Hein. 2 victoires, 6 défaites. Si on inclut contre la République centrafricaine. les matchs amicaux, ça fait 2 victoires, 8 défaites sur 10 matchs. Donc, on a gagné quand même la République centrafricaine. Que tout le monde a battu. Oui, la République centrafricaine qui a été repêchée, qui était un wildcard. Et on l'avait dit ici sur ce plateau, les 2 matchs qu'on devait gagner, c'était la République centrafricaine, c'était le match contre la Tunisie. Ce sont les matchs qu'on a gagnés. Le match qui devait être coûteux, c'était le match contre la Côte d'Ivoire et ça s'est avéré. Les 2 matchs lesquels on ne devait pas compter, c'était Angola et Mali. Ça s'est avéré. Donc le bilan, il est là. Moi, je m'attendais à ça. Je ne suis pas surpris. Je pense, le grand frère Guillaume l'a dit, l'effectif, c'est vrai, il était jeune. Malheureusement, il n'a pas été suffisamment préparé. Ces joueurs n'ont pas suffisamment joué ensemble parce qu'on l'avait dit, il y a une partie qui était d'abord déjà au jeu de la francophonie à Abidjan. Et une autre partie est venue les retrouver à quelques jours du début de la compétition. Le coach également a pris connaissance de l'effectif complet à quelques jours du début de la compétition. Donc il n'a pas eu le temps d'asseoir un certain système de jeu, certaines phases de jeu et tout le reste. Et au fur et à mesure que la compétition avançait, on a vu que les filles jouaient de mieux en mieux. Elles apprenaient à se connaître. Mais il y avait toujours ce problème de confiance
Parce que quand dans un match, vous avez une joueuse qui vous prend 32 tirs, il y a ça un c'est problème. pénible. Ça, c'est pénible. Ça, j'ai un problème avec ça. Vous Pénible. pouvez être la meilleure joueuse de la planète, mais dans une équipe nationale, vous ne pouvez pas prendre 32 tirs et le coach dans un seul match. Et le coach ne fait rien. Mais je pense que le coach n'a rien fait parce que lui-même, il a été dépassé par les événements. Quand vous avez une Américaine qui arrive, supposée intérieure, on fait venir une fille, on la naturalise. Et que lors d'un match important, elle vous fait 0 sur 6 en 4e quart-temps d'un match, il y a un problème. Vous vous posez des questions sur la méthode de sélection de cette joueuse. Et ça, c'est quelques exemples que je cite. Le problème qu'on a avec nos autorités, nos instances dirigeantes, c'est qu'elles ne communiquent pas. On vous surprend. Avec la liste. On vous surprend avec des listes. On ne dit pas qui est là, pourquoi. Avec tout. Au départ, je risque d'être un peu long. En 2015, on n'attendait pas grand-chose de l'équipe nationale de 2015. Mais elle nous a surpris parce qu'elle a eu la paix. Elle s'est préparée en Italie pendant plus d'un mois. Les joueuses elles se sont connues, elles ont eu le temps de se connaître. Elles ont même participé en RDC aux Jeux africains, en RDC. Et puis elles sont en RDC, elles sont revenues. Donc elles ont eu la peine de se roder, elles ont eu le temps de se roder. Et puis elles sont venues, elles nous ont surpris, elles sont arrivées en finale. Et on était tous comblés. Là maintenant, le malheur qu'elles ont eu, ça il faut le dire, c'est qu'elles ont réclamé leur prime. Si on est là maintenant, c'est parce que ces joueurs ont réclamé leur prime. Du jour au lendemain, on a balayé pratiquement tout l'effectif. Pour la même raison. On ne vous a jamais dit pourquoi on a balayé l'effectif. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on change une équipe qui gagne. On ne peut pas sortir deuxième. Et puis l'année d'après, on va au pré-olympique avec un effectif renouvelé à 75%. Les seules fois quand je sais qu'on change un effectif, c'est parce qu'il n'a pas été performant. C'est parce qu'il n'a pas produit des résultats. Et on entre dans un nouveau projet. L'Égypte qui était là en 2015, l'Égypte est sortie 8e. On savait que l'Égypte était une équipe en reconstruction. Même les Égyptiens savaient que c'était une équipe en reconstruction puisqu'ils le disaient. Elles sont 6e, elles sont 7e, je crois. 7e cette année, c'est déjà une progression. Quand vous avez une équipe qui est 2e en 2015 et vous la renouvelez, il y a un problème. Tout à l'heure, le grand frère Guillaume a dit qu'il espère que l'équipe de 2017 ne sera pas renouvelée. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réclamé la prime. Donc, je ne pense pas qu'elles seront... Bon, non, je ne voudrais pas... Je ne suis pas là pour être... pour amuser la galerie. Il faut dire les choses comme elles sont. OK? Vous ne pouvez pas avoir ça. Vous barrez des joueuses juste parce qu'elles ont réclamé ce qui leur revenait de droit. De droit. Nous sommes en 2017. Quand on me dit que quelqu'un doit venir jouer pour le vert ou jaune, j'ai un problème avec ça. Parce que quand le coach vient, on ne lui dit pas de venir jouer pour le vert ou jaune. Pourtant, c'est un coach camerounais. Donc, il faudrait, si on demande aux joueurs de jouer pour le vert ou jaune, il faudrait que tout le monde joue pour le vert ou jaune. Tout le monde coach pour le vert ou jaune. Là, il y a un souci, mais franchement, il y a tellement à dire. Et je pense que ce n'est pas seulement la faute de la fédération, c'est un manque de politique sportive, c'est un manque de projet, c'est un manque d'ambition qui commence depuis le haut. Parce que j'ai discuté avec quelques personnes. Quand une équipe a juste 2 matchs de préparation, mais on s'attend à quoi? Il ne faut pas qu'on soit surpris par ce qui se passe. Le Nigeria, qui gagne cette compétition, a eu une très grande phase de préparation. Vous avez un groupe qui s'est entraîné au Nigeria, les joueuses locales, et vous aviez un autre groupe qui s'est entraîné aux États-Unis avec les joueuses expatriées pendant fort longtemps. Il y avait de quoi faire du 8-8. Le coach Sam Vincent, il connaissait son effectif. Et ils sont revenus sur Lagos. Ils ont inséré les 3 joueuses dont a parlé Yves Tchala. Et il y a encore une autre phase de préparation au Nigeria. Donc moi, je ne suis pas surpris par leurs résultats. Mais pour le Cameroun également, je ne suis pas surpris par son résultat. Eh oui. Alors, un mot à dire là-dessus, Martial, sur la participation du Cameroun. Il y a d'abord les problèmes de préparation. Problèmes de préparation parce que celui qui signe la liste publiée des présélectionnés, c'est le coach Moudjo. Mais à la CAN, le coach principal, c'est Pepuna. Bon, là, déjà, il y a un problème. Je ne sais pas si le coach Moudjo qui est allé à la francophonie, arrivé là-bas, n'a pas satisfait la fédération, est revenu, il s'est vu adjoint. J'ai même vu certains médias. Pas certains médias, le média principal qui diffusait avait mis le synthé de Guy Moudjo à la place de Suleiman Pepuna. Donc comme quoi les choses sont organisées bien à l'avance, ça part de la première liste. Oui, il y a ça.
Il y a aussi que je ne comprends pas comment le seul entraîneur camerounais qui a réussi à nous faire être vice-champion d'Afrique n'a pas reconduit l'équipe. Bon, là-dessus aussi, je vous dirais Bon, que les commentateurs si ont passé le temps à c'est- appeler Souleymane Pepouna, Alain Zedon Si sur les deux si premiers c'est matchs. toujours, si c'est toujours pour le problème de primes, je vais dire une chose. Et j'espère qu'on va, si on m'écoute quelque part, on va en tenir compte. Je vais dire, le seul technicien, nous sommes entraîneurs, camerounais, capable d'amener cette équipe à un résultat, c'est Alain Zedon. Pas parce qu'il est le meilleur technicien, mais parce que c'est celui qui a le charisme et la méthode. Sur le plan de la discipline, j'ai vu Alain Zedon travailler, j'ai vu Pepouna travailler. Sur le plan de la discipline, Alain Zedon est le meilleur. Ce qui n'enlève Vraiment, je ne rien sais pas. à Souleymane, ce qu'il a Non, comme non, talent, c'est un hein. très grand technicien. Ah, d'accord, ok. C'est un très grand technicien, mais maintenant il y a une différence. Encore que peut-être au niveau de la technique, Pepouna peut être en avant. Mais seulement, la personnalité de Z est il a un peu plus de charisme. Il a une méthode, je ne sais pas comment dire, gestion que les d'équipe. vieilles marmites font de bonnes sauces. Ouais. Oui, il y a aussi la liste. Je ne sais pas qui a fait la liste des Lions. Vraiment, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans cette équipe. Il y a les Botiba Angela, il y a les Cynthia aux États-Unis qui a de très bons stats. Je ne sais pas si c'est la période qui fait problème. Vous allez loin aux États-Unis et au Cameroun. Ou c'est le fait qu'on sait qu'en réclamant quelque chose, on ne va aboutir à rien, ou on sera radié, parce que il y a beaucoup de filles de 2015 qui avaient le niveau de cette équipe-là même cette année. Et maintenant, on ne peut pas parler de projet au Cameroun, vraiment. Et chaque fois, on va toujours être surpris. Parce que, que ce soit Alain Zedon, que ce soit Louis Tchungi, oui, les gens qui sont venus avec des projets, qui ont remis au président de la fédération. On les a balayés. Et on les a balayés. On n'a même pas eu le temps de lire. C'est Peut-être ça c'était le même volumineux résultat. On ne sera, pourquoi on soit champion d'Afrique. Et là, je suis un peu déçu, ils vont m'excuser. C'est qu'à la tête de la fédération, ce sont des anciens basketteurs, je vais même dire de haut niveau. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est eux qui font la liste. Et on me dit, moi honnêtement, je ne vais pas être d'accord peut-être avec certains, j'aurais pensé que cette équipe aurait eu des joueurs locaux qui ont le niveau. Je ne comprends pas pourquoi... Ce sont les joueuses qui ont réclamé les primes, les joueuses locales. C'est pour ça qu'elles ont les Je ne sais pas pourquoi les filles... Elles font partie de celles qui ont réclamé les primes. Je ne sais pas pourquoi les filles... Je vais dire, entre parenthèses, le doigt là, il y a une équipe UDL qui l'année passée allait jusqu'à la finale de la Coupe du Cameroun, a gagné tout le monde. Cette fille, il n'y a eu aucune à la francophonie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une seule, Célia. Déjà, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été sélectionnée. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été sélectionnée. Poste Pourtant, pour poste, on vous dit quand même en fonction de ce que moi j'ai vu à l'Afro-Basket, et pour une fille qui est avec l'équipe nationale depuis, c'est plus facile pour elle d'intégrer les choix tactiques, parce qu'il faut dire que le Cameroun joue de la même façon. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ce sont les mêmes choix tactiques qui sont faits maintenant avec des joueurs qui ne rentrent pas forcément dans cette ligne-là. Oui. Donc, il faut qu'on fasse véritablement l'effort déjà. Moi, si le Cameroun était un pays normal, une demande d'explication devait fuser auprès de la fédération ou du ministère parce que le coach vice-champion n'a pas reconduit son équipe. Les joueurs, on ne peut pas s'amuser avec... Au football, elles ont réclamé leurs primes, ce sont les mêmes qui ont joué. Pourquoi au basket, on a changé les filles? Ça veut dire que le basketteur ne doit rien réclamer. Ouais, c'est un sport mineur peut-être. Oui, le basketteur ne doit rien réclamer. Et si on veut donc balayer, qu'on balaye tous, pourquoi on joue au malin? Bien déjà réclamé ses primes, Ramsès a réclamé ses primes. Pourquoi vous donc peut-être étaient partis avant, avant la réclamation. Depuis les pré-olympiques, j'avais posté que j'en veux à Mfoula et à Ramsès parce qu'elles n'ont pas été solidaires avec leurs collègues de 2015. Quand on a balayé les 10 autres, il fallait que les 2 autres également disent que moi, si elles ne sont pas là... Parce que Bianjo aussi là. Oui, que les 3 autres disent que si elles ne sont pas là, je ne suis pas là. On a été en guerre ensemble en 2015. On a combattu ensemble. On a remporté la médaille d'argent. Si Ramsès a été dans le 5 entrant
de la compétition en 2015, c'est parce que les autres l'ont soutenu. On a vu cette année, Ramsès n'était pas là. Et qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû prendre 32 tirs. Parce qu'il n'y avait personne à ses côtés pour pouvoir l'épauler. On a vu l'intérieur était quasiment inexistant. Alors qu'en 2015, on avait des joueuses, on avait Amina Djonkou, on avait Valérie Lavie-Avebe, on avait même Bofia. J'étais pas trop pour la présélection, pour la sélection de Bofia en 2015, ça je le reconnais. Mais elle est venue, elle nous a surpris avec son expérience, sa préparation et tout le reste. Cette année, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu droit à une Américaine qui sort de je ne sais d'où. On a eu droit à Ebogo, je ne sais pas d'où elle sort. Fab. Et suspendu. Suspendu à Fab, donc elle n'avait même pas suffisamment de matchs dans les jambes et ça s'est ressenti pendant la compétition. Donc c'est un problème de communication. L'équipe de France, après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, avait été suspendue en football. Il y avait des joueurs qui avaient été... Mais on avait communiqué dessus. On avait dit tel joueur est suspendu pour tel nombre de matchs, tel nombre de matchs. Le reste de l'effectif est réintégré. Chez nous au Cameroun, on sort une liste, on ne vous dit rien. Vous comprenez juste que voilà, c'est fini. Et vous regardez les matchs comme tout le monde. Alors que Siloise Ngano est performante. Je n'ai pas voulu citer, revenir sur le plan local. Allons-y. Elle est performante. Valérie Lavie-Avebe actuellement, elle joue en Europe. Elle est performante. Il y a plein de filles qu'on peut citer qui sont actives et qui sont performantes. Il ne faut pas toujours... Et non pas que bénéficier de la suspension à l'équipe nationale, et même des affectations disciplinaires. On sait le rôle qu'Amina joue dans les vestiaires. Ah oui. On sait le rôle qu'Amina joue dans les vestiaires. Soit en train de jouer une politique de règlement de compte. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand quelqu'un au ministère n'est pas content par rapport à une certaine situation, il règle son compte avec les personnes fautives. Quand quelqu'un à la fédération n'est pas content avec une certaine situation, cette personne règle son compte avec les personnes fautives. Ou alors, si vous m'avez rendu un bon service, je vais vous promouvoir, je vais vous mettre dans la liste qui va voyager, je vais vous mettre dans la liste qui va coacher. Non, on ne peut pas avancer comme ça. Si on n'a pas un projet, comme l'a dit le président Yves Tchala, on ne va jamais rien produire. Mais après justement cet afro, on a interrogé le secrétariat, on a interrogé la Ligue, la Fédération camerounaise de basketball qui nous disait que bon, la suspension de ce, ou alors la radiation, si vous voulez, bon, appelons ça suspension parce que jusqu'ici, elles ne sont pas là, radiées, peut-être elles sont rappelées demain, vient du ministère. C'est le ministère qui est un peu la tutelle de cette équipe-là, qui a pris les décisions. Est-ce qu'on a communiqué dessus? Bon, bien sûr que cette interview a été diffusée ici. Et pourquoi ce n'est qu'au basket? Pourquoi les filles, les footballeuses qui avaient grévé, qui ont fait la même chose que les basketteurs, n'ont pas été radiées? Bon, à chaque fédération, sa manière de faire les choses aussi, hein, peut-être. Alors, monsieur l'expert, un mot sur... la participation de ces filles-là à la basket. Moi, je dis, on gagne en équipe, mais on perd aussi en équipe. Et quand je parle d'équipe, c'est l'équipe camerounaise. Je pense que cette équipe a perdu cette compétition même avant de s'y rendre. Parce que tous les Camerounais n'étaient pas à entendre les uns et les autres. Tous les Camerounais n'étaient pas derrière cette équipe. Et si nous obtenons ce résultat, nous devons tous nous poser la question. Pourquoi cette contre-performance? Trouver des solutions pour l'avenir. Parce que si on avait cette culture du changement, parce qu'on n'aime pas comprendre que, bon, il y a quelque chose qui s'est déroulé en 2015. Nous pouvions garder ça pour nous ici, entre nous, les Camerounais, et permettre aux meilleures joueuses d'aller compétir pour nous sortir un résultat à même de faire plaisir à tous les Camerounais. Donc, autant nous faisons des remarques, mais autant nous devons pouvoir proposer aussi des solutions. Il faudrait justement que ceux qui gèrent la structure acceptent aujourd'hui de pouvoir faire un bilan. Oui, qu'ils acceptent de pouvoir... Qu'ils acceptent de pouvoir... qu'ils acceptent ces remarques que nous faisons. Et qu'ils se disent... Est-ce qu'on peut s'asseoir enfin autour d'une table pour trouver des solutions, pour préparer la prochaine échéance? Si tel n'est pas le cas, ne soyons pas surpris que demain, nous nous retrouvions encore là avec les mêmes problèmes. Ok. Ça, c'est le mot de l'expert Alexis Sioué là-dessus. Je crois qu'on aura fait le tour. Hein. Moi, je voudrais ajouter, le Cameroun n'est pas une nation où on doit naturaliser les joueuses. L'année passée, on a naturalisé Méchia. Cette année n'est pas revenue. Cette année, on a naturalisé une autre. Non, elle avait dit qu'elle viendra plus. Cette année, on a naturalisé une autre. On a des filles au Cameroun. Et cette autre-là ne reviendra pas. On a des filles au Cameroun
capable de jouer l'afro-basket. Il faut juste un projet. Il faut juste un projet. Et on va dire qu'il y a un problème d'argent. Je ne pense pas qu'en demandant aux forces armées et police, à la GP, qui a des logements ou bien à autre personne, on ne peut pas mettre un projet, ces filles dorment là-bas, qu'on prépare l'afro-basket dès demain, qu'on convoque les meilleures joueuses. Il y a le potentiel au Cameroun, à tous les niveaux, et surtout même aux entraîneurs. On n'a pas besoin d'attendre que Bizosi vienne d'Italie pour entraîner notre équipe. Vraiment, on n'en a pas besoin. D'accord. La CAN masculine commence le 8 septembre. On ne connaît pas encore qui va coacher l'équipe des garçons. Il y a une liste Sur de les joueurs. photos, il y a plein d'encadreurs brésiliens. Je ne sais pas si ce sera un Tep ou ce sera un Brésilien. On va encore nous surprendre comme d'habitude. D'accord. Alors, vous avez parlé d'afro, monsieur. On va d'ailleurs terminer par là, par cette interview de Kenneth Kadji, qui lui ne sera pas à l'afro-basket comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, sur qui nous comptions. Mais bon, il y a une équipe qui est mise en place. Nous allons devoir compter sur elle. Kenneth Kadji, dans cette interview, nous parle de lui, nous parle de sa carrière, de son nouveau club et même de son passage à l'équipe nationale du Cameroun jusqu'à sa non-participation à cet afro qui démarre en septembre dans cet élément. What a move. Larkin, a big screen down the lane. Great pass, Kadji for the dunk. Bonjour, c'est Kenneth Kadji. Bienvenue à Temps Mort. Well, Kenneth Kadji is a young Cameroonian kid, that fell in love with basketball. I've been playing it, for now 15 years. And he's just trying to bring that education and bring the basketball passion into Cameroon. Simple like not flip-flop, me I know they waste time. While I was going through the draft, 2013, 2014, 2015, there was a lot of family issues, I'm not going to get into it too much, but it ended up losing my mother and having, for me, mental breakdown when I look back at it, It's not that I wasn't playing well. My first year in Italy, we won the whole thing, the Italian Cup, Italian Championship. Went to another team the next year, and was having decent numbers, was playing well. But I just think that in my personal time and being by myself, it was just not happening. I was not mentally in a good place, and I think that slowly now it's coming back. I just signed a 2-year deal in Turkey, and I think that I'm going back on the right path, and now I can concentrate on getting back to my goal. Honestly, I really don't know. I think I had a great season. We won championships. I was one of the top 2 players on my team. I think it's because of my age a little bit. I was older than some of the players. And in the NBA right now, they're working on potential. They want young kids that they can mold, want the young kids they can have, and have them play at a certain level, at a certain age. And I don't think they saw that in me. With my height, with my game, the way I play, I don't think the NBA is inaccessible. It's something that, honestly, I think that in maybe a year or a couple years, that opportunity can come, and I just got to be ready. For me right now, it's just to work hard as I can, and I think that opportunity will come one day. Easy when I drop my 16 brain chop. No, even though I've done a lot of things, like I said, won an ACC tournament, won an ACC championship, won a couple MVP trophies, won in Italy, a professional career. To me, it's just the beginning. Even though I'm 29, as you said, my body felt great, my game is expanding. For me, sky is the limit. You just got to keep going, keep working, and see where it takes you. Very sad about that, but FIBA changed their rules, and now AfroBasket is a little bit further into the summer, where we go into season now, and clubs are not very comfortable with that because they're having their preseason. When I signed my contract, there was a clause that I had to be with my club before October 17, which made me not be able to participate with the national team. But
like I said, there's also other opportunities. Like in November, we have the World Qualifier, and I'm doing everything in my power to be there, and I really believe that I will be there. To love to be like my floaty buzz, be happy. One thing in Cameroon that we know is not about the players, it's not about the names. We saw it with the soccer team, you know, a couple months ago, where we didn't have any stars and then won the whole tournament. I'm pretty sure that these kids, you know, looking forward to their opportunities. Guys like Thierry Bogmis, Franck, those are guys that are really ready to, you know, step up and show that they can play at a certain level. And for them, it gives them an opportunity also to have clubs watching them and seeing them, you know, playing in the main tournament. My flow is so dope. What the fuck is marijuana? I'm happy you asked me that because we're actually working on a project right now with Kaji Sport Academies to bring not only the best Cameroonian kids to the academy, but the best African kids, and really put Africa up there, because now you see it. You have NBA Africa in South Africa. You have the NBA who's starting an academy in Senegal. Guys are coming to get Africans because they are becoming stars in basketball now, not only because they're tall. Like you see a guy like Joel Embiid who looks like Akeem Olajuwon. You see a guy like Emmanuel Mudiay who's from Congo and who's a kid that has been impressing as a point guard position. So we are starting this, and I really want to recruit kids, and I want kids to come to me if they see me on the street or see Joel Embiid on the street and ask questions, because we see that the love for basketball is here. It's just about broadcasting, you know, media, those kids having the opportunity to get to a gym and work out and see other things, you know. The future is very bright for Cameroon, you know, and I want to tell all these young kids to continue to dream and even dream bigger, because guys like me was not supposed to play basketball. Guys like Joel Embiid was not supposed to be superstars in the NBA. You know, Luc Mbah a Moute was not supposed to go to Final Fours in the NCAA. But we came out, we worked hard, and the opportunity came. The opportunity will come because we will bring it. We had that, and we want to give it to other guys and other kids in Cameroon. Johnson's outlet. Grant, gorgeous pass. Hodgson with the tunnel. Voilà, Kenny Kadji qui s'est engagé, donc pour cette nouvelle saison en Turquie, a besoin de se concentrer dans cette nouvelle aventure qui sera, je crois, la 10e aventure aux États-Unis comme en Europe. Alors messieurs, merci d'être venus ce soir et à très bientôt. Hein? On se dit à très bientôt, non? C'était un plaisir, à très bientôt. Ouais. Voilà, monsieur l'expert, Martial et Yves Lionel, pratiquement déjà consultant de cette émission, il est toujours là. Et il venait de Yaoundé aussi, et lui des États-Unis et de partout. Allez, messieurs, le 5 majeur finalement quitte le parquet. Rediffusion de cette émission mardi 13h, je crois 13h30 par là, et samedi 7h du matin. Bonne nuit à tous, salut. All around the world, y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.